Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Cette mi-journée, nous allons remonter l'histoire, notre histoire commune, l'histoire du Togo, en mettant sous les feux de la rampe un homme politique, un homme d'État, un homme de qui on ne parle pas souvent, un homme peut-être méconnu de la jeune génération, Nicolas Agroniski. Et pourtant, il a été député, Premier ministre, puis président de la République du Togo. D'ascendance allemande par son père, issu de chefs traditionnels par sa mère, Nicolas Kreniski se définit essentiellement comme un homme tranquille auquel la courtoisie et la modestie ont tenu lieu de méthode de gouvernance. Il a fallu de particulières circonstances pour que ce personnage se trouve réinvesti du pouvoir en 1963, après le coup d'État qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio, qui se trouve être son beau-frère. Aujourd'hui, deux enseignants-chercheurs en histoire contemporaine ont voulu faire découvrir ou redécouvrir cet homme d'État au Togolais à travers l'ouvrage intitulé Nicolas Kruniski, 1913-1969, le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France. Sur ce plateau, donc, les co-auteurs de cet ouvrage, Monsieur Joseph Kofi-Tibé, à ma gauche, il est professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'Université de Lomé, et Monsieur Komlon Kouzon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Kara, à ma droite. Bonjour, chers invités, Bonjour, et merci d'être là. merci. Voilà. Alors, comment vous est-il venu cette idée d'écrire un ouvrage sur Nicolas Kruniski, professeur Tigwe? Merci, madame. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier et remercier la TVT de nous offrir cette tribune pour que nous puissions parler du contenu de cet ouvrage. Parce que la connaissance de notre histoire commune est extrêmement importante. Je voudrais également profiter pour remercier ceux qui ont déjà lu l'ouvrage et qui nous ont fait des retours qui nous permettra d'améliorer le contenu à l'occasion de la réédition de l'ouvrage. Alors, pour répondre à la question, je dirais que lorsqu'on observe le panthéon national des anciens présidents du Togo, on se rend compte que Nicolas Gruniski occupe la portion congrue. Pas forcément de sa faute, mais parce que il a été encadré par deux géants. Le premier géant, c'est Sylvanus Olympio. Et tout le monde sait comment la mémoire de Sylvanus Olympio est restée vivace, hein, dans l'opinion publique togolaise. Et de l'autre côté, nous avons le président Eyadema, qui aussi est un géant qui a passé 38 ans au pouvoir. Et donc, quand on se trouve encadré par ces deux géants, on est phagocyté. Et donc, quand dans la mémoire collective des Togolais, vous écoutez des compatriotes parler des anciens présidents, on parle aisément de Sylvanus Olympio, même si Sylvanus Olympio n'a pas duré au pouvoir comme Nicolas Gruniski. Parce que dans cette mémoire collective des Togolais-là, Sylvanus Olympio est considéré comme un martyr parce que, n'ayant pas terminé la période de mandat pour laquelle il a été élu. On parle aisément et facilement de Gnassingbé Eyadema, qui est beaucoup plus proche de nous. Mais quand vous faites un petit sondage au sein de la jeune génération, rares sont ceux qui se rappellent de Nicolas Gruniski. Et donc, nous nous sommes dit, il faut, en tant qu'historien, parler de lui. Le fait que beaucoup ne le connaissent pas ne veut pas dire qu'il n'a rien apporté à l'histoire nationale ou à la construction nationale. Donc, nous nous sommes dit, il faut lever un coin de voile sur sa personne, qui il a été réellement, quel a été son apport à la construction nationale, et c'est ce qui a motivé la démarche et a consisté à écrire cet ouvrage. Voilà. De Sylvanus Olympio à Gnassingbé Eyadema en passant par et Nicolas Kruniski, il y a eu aussi Kléber Dadio, mais on n'en parle pas. Quel a été donc le déclic pour que vous écriviez ce document, professeur et maître Cousin, docteur plutôt? Oui,
Au prime abord, je tiens aussi, dans le même sens que le collègue Tibé, à vous remercier pour nous avoir donné cette occasion, cette tribune, pour que nous partagions avec le public togolais le contenu de cet ouvrage et partant, faire la demande qu'il y aura deux occasions parce que nous estimons que le peuple togolais a soif de son histoire. Il faudrait que nous partagions réellement les faits historiques, notamment les faits qui sont vrais, qui sont réels, et pour que ça participe à la construction de la nation togolaise. Donc, merci beaucoup. Merci aux autorités de la TVT. Merci aux autorités Le togolaises. rebelle est passé. Oui. Et en ce qui concerne, par rapport à votre question, oui, il y a Québec Dajo, on n'en parle pas, mais pour ce cas, euh, nous, par rapport à ce que le collègue a dit, méconnu, mais aussi le déclic est venu du fait que dans nos recherches, il a été très, très actif et a mis au-dessus de sa personnalité l'intérêt de la nation togolaise. Je m'en vais pour preuve que c'est lui qui a créé la CET. La CET, en ce sens qu'il a pris l'argent 250 millions de l'OPAT pour racheter l'UNELCO, qui est une entreprise française, et créer une entreprise nationale. Beaucoup de gens n'en savent pas. Donc, voilà un des faits qui nous a donné la déclimat. Qui est cet homme-là? Beaucoup parlent de lui en tant qu'homme de la France, parce qu'avoir sécurisé la France, mais au même moment, voilà quelqu'un qui va en sorte à l'encontre de l'intérêt de la France en rachetant l'UNELCO. Mais il faudrait que nous découvrions cet homme. Voilà. Donc, c'est un des exemples que vous donnez. Alors, je reviens vers vous. Franchement, si vous permettez, scientifiquement, quand on regarde un peu les publications existantes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur Nicolas Sylvanus Olympio. Il y a des ouvrages sur Gnassingbé Eyadema. Il y a même un mémoire qui a été fait sur Kléber Dadio. Mais Nicolas Druniski, rien n'a été produit sur lui. Donc, nous nous sommes dit, il faut quand même qu'on répare cette injustice scientifique. Et voilà. Je reste avec vous. De quoi est-il concrètement question dans cet ouvrage? Alors, disons que l'ouvrage est une histoire de vie. Et pour nous, historiens, quand nous parlons de l'histoire de vie, il s'agit d'un genre historique qui permet de partir d'un personnage, qu'il soit humble ou grand, pour étudier la période et l'espace auquel il a appartenu. Cela voudra dire simplement que sur le terrain de l'histoire de vie, le personnage sert finalement de prétexte pour comprendre l'environnement au sein duquel il a évolué. Et dans le cas d'espèce, Nicolas Gruniski a servi pour nous comme un prétexte pour comprendre les réalités de l'histoire du Togo de sa naissance en 1913 jusqu'à sa mort en 1969. Et quand nous sommes sur le terrain de l'histoire de vie, il faut préciser que c'est différent de la biographie historique et de la prosopographie, parce que la biographie historique et la prosopographie font une focalisation sur le personnage. Mais l'histoire de vie étend l'éventail à l'environnement auquel le personnage a appartenu. Alors, pour en venir au contenu de l'ouvrage rapidement, il faut dire que l'ouvrage est structuré autour de deux principaux éléments. Il y a des éléments paratextuels et les éléments textuels. En ce qui concerne les éléments paratextuels, on peut évoquer la dédicace, le sommaire, les sigles et abréviations, les annexes, etc. Mais en ce qui concerne les éléments textuels, en dehors de l'introduction et de la conclusion, l'ouvrage est structuré autour de 6 chapitres. Le premier chapitre... On reviendra beaucoup plus en détail sur les chapitres et leur contenu. Alors, mais je reste encore avec vous. Je reviendrai vers vous et Dr. Kouzou.
Pour évoquer, vous avez déjà commencé par parler de la forme et même du fond du document. Je reste d'abord sur la forme. Vous avez choisi pour titre Nicolas Kroniski, 1913-1969, le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France. C'est ça le titre. C'est ça. Et un titre de la France, oui, bien sûr. Et c'est un titre qui se formule en sorte d'interrogation. Voilà. Alors, pourquoi ce choix? Alors, ce choix, parce que nous sommes partis d'une certaine opinion publique de l'époque. Parce que à l'époque, il y avait deux grandes tendances autour de sa personne. Je précise que Nicolas Grunitzky fait partie de ces hommes politiques qui n'ont pas réussi à faire l'unanimité autour de sa personne. Et cela se comprend aisément parce qu'il y avait deux grands camps politiques à l'époque. Et selon qu'on appartient à l'un ou l'autre des camps, on avait une certaine vision sur le personnage qu'il fut. Et si nous disons que c'est le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France, il faut que nous questionnons d'abord ce que nous entendons par nationaliste trop prudent. Nous partons de ce que les acteurs de l'époque pensaient de lui par rapport au nationalisme. Alors, quand on parle de nationalistes à l'époque, c'est la période qui va de 1945 à 1960, grosso modo, la période de décolonisation. Et à l'époque, être nationaliste, c'est aller à l'encontre de la politique française au Togo. C'est faire en sorte que la France puisse quitter le Togo pour que le Togo puisse accéder à son indépendance. C'est choisir d'affronter violemment, et ça je mesure mes mots, violemment la France. Et donc, si nous posons la question de savoir s'il était un nationaliste prudent, c'est parce que pour ceux qui se considéraient à l'époque comme nationalistes, on ne pouvait pas être du camp de la France et se considérer comme nationaliste. Or, justement, comme le collègue Pouzan l'a dit, on a vu que Nicolas Grunitzky, en réalité, n'était pas foncièrement contre l'accession du Togo à l'indépendance. Les faits qu'il a eu à poser après, par la suite, l'ont montré clairement. Parce qu'en 1963, par exemple, quand il est revenu au pouvoir, dans son discours, il a dit « Nous allons poursuivre la décolonisation du Togo ». Cela voudrait dire qu'il n'était pas contre la décolonisation du Togo. Et le fait qu'il ait créé la société en rachetant une société française, en procédant pratiquement à la nationalisation de la compagnie Énergie électrique du Togo, montre clairement son positionnement par rapport au nationalisme. Trop prudent parce que justement, il avait une autre conception de ce nationalisme-là. Il ne fallait pas aller dans un affrontement violent vis-à-vis de la France parce qu'il estime qu'on peut négocier l'indépendance. Maintenant, l'homme de la France, ça aussi, il faut qu'on se demande en quoi consiste être homme de la France. Être homme de la France à l'époque, c'est avoir la nationalité française. C'est défendre les intérêts de la France. C'est faire en sorte que tous les projets de la France sur le Togo à l'époque puissent aboutir. Et en la matière, un des projets phares de la France pendant cette période-là, c'est la réalisation de la République autonome du Togo. Et Nicolas Grunitzky s'était battu pour que la RAT, la République autonome du Togo, puisse devenir une réalité contre le bon vouloir des nationalistes, entre guillemets, de l'époque. Et donc, quand on met tout cela ensemble, on se rend compte que finalement, en ce qui concerne être homme de la France, Nicolas Grunitzky se retrouve parfaitement dedans. En ce qui concerne être nationaliste trop prudent, Nicolas Grunitzky se retrouve pleinement dedans. Donc, c'est ça qui nous a amené à dire que finalement, Nicolas Grunitzky n'est pas purement un nationaliste trop prudent, il n'est pas non plus
est purement un homme de la France, mais des deux, il est la somme. Voilà. Et le professeur Thibé a déjà effleuré le contenu du document, mais je reviens sur la forme. Alors, docteur Couzon, le titre ne cache apparemment rien. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Non, pas exprès, c'est pas fait exprès, euh, compte tenu des réalités que nous avons trouvées dans les documents. Euh, je ne sais pas si je peux apporter un plus Tout à fait. à ce que le collègue Chikbe a dit. Euh, Étant secrétaire général du PTP, Parti Togolais du Progrès, Grunitzky devait respecter, disons, un certain nombre de recommandations. L'objectif principal du PTP, c'était quoi? C'était obtenir l'indépendance progressivement. Donc, en réalité, il n'était pas opposé à l'indépendance. Et voilà un élément qui nous permet de dire que c'est quand même quelqu'un qui voulait l'indépendance, mais de façon progressive, donc prudente. Ça explique l'intitulé. Un des éléments qu'il faut ajouter du côté de l'homme de la France, c'est surtout l'un des propos, mais des écrits de Jacques Foccart, l'homme de la France, c'est-à-dire l'homme de la France-Afrique, qui disait que Grunitzky était des nôtres et que Sylvanus, ce n'est pas le cas. Et quand cet homme, l'homme de cette envergure politique, dit cela, automatiquement, ça classe Grunitzky. Mais quand nous prenons Grunitzky en tant qu'homme politique et par rapport à ses œuvres, c'est, comme l'a dit le collègue, c'est les deux. Et je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui a mis à tous les niveaux l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Il a plusieurs fois répété, mais je reste avec vous et monsieur Couzon. Et cet ouvrage, pour quelle cible et quelle efficacité? Ou bien vous l'avez écrit juste pour écrire? Non, c'est pas pour le plaisir d'écrire. Les cibles sont là. Il y a non seulement euh, ceux qui s'intéressent à l'histoire politique du Togo, il y a les étudiants à qui nous donnons nos cours, les collègues aussi qui s'intéressent beaucoup à l'histoire du pays, et le public qui s'intéresse justement. Cette émission nous permet d'atteindre des cibles, notamment la population togolaise, pour partager les informations que nous avons pu obtenir à travers nos recherches. Pour ajouter à ça, je pense que dans le rapport de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, il a été fait la recommandation selon laquelle si le Togolais ou les Togolais sont arrivés à se détester tant, c'est par méconnaissance de leur histoire. Et il avait été demandé aux historiens de faire en sorte que les Togolais puissent s'approprier leur histoire. Et je pense que cet ouvrage s'inscrit dans la droite ligne de cette recommandation-là, où nous nous sommes dit, il faut présenter l'histoire nationale, certes, mais il faut également mettre en lumière ces personnes-là qui ont été au devant de la scène, les hommes politiques, en premier lieu, pour que les Togolais puissent savoir quelle a été leur contribution dans la construction de notre édifice national. Voilà. Voilà. Ouvrage de 6 chapitres. Et le premier parle de l'enfance, des études et de son entrée précoce dans l'administration coloniale. Une enfance heureuse dans une famille polygame. Des études brillantes, employé de l'administration, soldat de la France libre et entrepreneur. Qui était-il exactement à cet âge de sa jeunesse? Alors, disons que la période que vous décrivez va de 1913 à 1945, où il a fini ses études et il a commencé à exercer dans l'administration. Et c'est au cours de la même période également qu'il s'est marié et il a dû interrompre sa lune de miel pour aller combattre comme soldat euh, pour défendre la France contre
l'Allemagne nazie. Alors, pendant cette période, ce qu'on peut retenir, c'est un jeune homme épris des études. Ça, c'est une caractéristique assez importante. D'ailleurs, lui-même, il voulait devenir médecin, comme beaucoup de ses congénères de l'époque, notamment le docteur Akaku, qui a été le premier représentant du Togo aux Nations Unies après l'indépendance, et même comme le docteur Robert Ajavon, qui fut également médecin. Donc, il voulait être médecin, mais la bourse qu'on lui a donnée l'a plutôt orienté vers les mathématiques et l'ingénierie. Donc, c'est à contre-cœur, finalement, qu'il a fait les études en ingénierie. Alors, l'autre chose, c'est un homme de conviction. Un homme de conviction pendant cette période-là, c'est quoi? Il s'est dit, avec sa nationalité française, donc il est français, il faut à tout prix défendre les intérêts de sa patrie. Et c'est ce qui a fait que, quand bien même il venait à peine de se marier, il a accepté d'abandonner sa femme et de se faire enrôler à Saint-Louis, au Sénégal, pendant près d'1 an pour combattre aux côtés de la France. Et ça, c'est un modèle en termes de patriotisme, parce que très peu sont les jeunes de cette époque-là et même d'aujourd'hui qui accepteraient d'abandonner leur femme alors qu'ils venaient juste de se marier pour aller défendre leur patrie. Donc voilà 2 éléments cardinaux qui montrent le type de jeune qu'il fut à cet âge-là. Voilà. Et comment est née alors cette volonté de faire de la politique? Et la volonté de faire de la politique est née certainement lors de son étude en France et aussi, surtout, quand il a participé ou bien il a été mobilisé pour combattre l'Allemagne nazie à Dakar. Certainement, c'est venu de là. Et puis, il faut voir aussi l'environnement dans lequel il se trouvait. On le verra, son beau était déjà à la politique, donc Sylvain était déjà dans la politique. Et il a réussi à travailler dans l'administration, donc il était quand même imprégné de, de l'évolution politique du pays. Donc, je dis que c'est ces éléments-là qui ont contribué à susciter chez lui la politique, mais une politique, je le dirais, prudente, hein, non pas pour secouer le cocotier, mais pour apporter des solutions précises et pour faire évoluer le pays. Voilà. Mais je dirais par rapport à ce qu'il était à l'époque, hein, voilà ce métis vivant dans son environnement. Hein. Vous voyez un peu la vie des métis en classe, où on se moquait de lui, d'ailleurs on l'appelait Iroui, hein, le petit blanc. Hein, le petit blanc qui doit vivre dans une classe où il y a beaucoup de noirs. Donc il a vécu cela et puis après cette étude, il revient, se marie et même exercer son activité en tant qu'ingénieur et participer à la construction du pont de Porto Novo. Le pont qui lie Cotonou à Porto Novo, c'est lui qui a supervisé les travaux en tant qu'ingénieur. Donc, c'est quelqu'un qui aime son métier, qui aime faire le travail proprement et qui se sacrifie. Donc, le collègue l'a dit, qui accepte laisser le côté sentimental, c'est-à-dire son épouse, de à peine 1 an pour aller défendre la France à Dakar. Voilà, professeur Thibé, vous dites au chapitre 2 que ses premiers pas en politique ont été très laborieux. Oui, très laborieux pour mettre en lumière les difficultés qu'il a eues lorsqu'il s'est décidé d'entrer en politique. Alors, tout a commencé en 1944, lorsqu'il accepte de devenir secrétaire général d'un mouvement qu'on appelait à l'époque Combat, qui s'est érigé
un, je dirais, défenseur des intérêts de la France en combattant les allures nationalistes du CUT et en s'opposant à la naissance du mouvement pan-iré. Donc, à partir de ce moment déjà, on a un indice qui montre un peu comment il est venu en politique. Parce que l'administration coloniale à l'époque était contre tout ce que les nationalistes faisaient, tout ce que les cuitards faisaient. Et voilà un jeune Togolais qui fait ses premiers pas en politique et qui aussi se range derrière l'administration coloniale et a dans son viseur ses compatriotes de l'autre bord. Donc, on peut dire que c'est l'administration coloniale qui l'a un peu orienté vers la politique. Alors, en 1946, précisément le 9 avril, on crée le Parti Togolais du Progrès, le PTP. Et dans le staff directeur, il fut plébiscité, secrétaire général du parti. La même année, on devait élire un député togolais à l'Assemblée française. Il se présente comme candidat contre le docteur Martin Akou. Il a été battu et suite à cet échec-là, il décide de se retirer de la politique parce que il ne se voyait pas battre par un docteur Akou qui, au vrai, n'était pas un militant fervent du CUT. Il était juste venu en vacances au Togo et le CUT lui a fait appel pour le représenter. Donc, il se dit, mais comment est-ce que cette personne-là qui vient fraîchement de la France va me battre alors que moi, je suis sur le terrain? Donc, il n'a pas pu supporter cet échec-là. Il se retire de la politique parce qu'il a demandé une mise en disponibilité même au sein de l'administration dans laquelle il travaillait. Le 31 décembre 1949, il reçut cette mise en disponibilité et va créer sa société privée loin de l'administration coloniale. Parce qu'il se dit que s'il se retire de la politique et il continue de travailler dans l'administration coloniale, ça peut lui créer quelques soucis. C'est pour cela qu'il demande cette mise en disponibilité et il se retire. Et c'est à la faveur du renouvellement du poste de député à l'Assemblée française en 1951 qu'il se décide de revenir en politique. Donc, quand on voit ce parcours de début, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, il y a eu beaucoup de balbutiements et certains même, ses détracteurs, l'ont taxé d'opportuniste. Et même l'administration coloniale française, Yves Digaud, à l'époque, lorsque en 1951, il a voulu revenir pour se porter candidat, Yves Digaud avait refusé parce qu'il disait d'abord qu'il ne lui faisait pas trop confiance parce que, d'abord, à cause de ses origines allemandes, vous voyez. Ensuite, il disait qu'il était trop diplômé et donc trop raisonneur. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que Yves Digaud, lui, il avait déjà ses candidats à ce poste-là. Il avait Derman Aïeva, d'une part, et le docteur Pedro Olympio, qui sont ces deux candidats. Il a fallu un lobbying de chefs de canton, notamment à Messavi, à Bezouvron, Dati Togor, et Calibé de Vaughan, et il y a un autre chef dont le nom m'échappe, qui ont fait le lobby autour de l'administration coloniale pour qu'on puisse accepter sa candidature à ce poste-là. Donc, finalement, quand on voit tout cela, non seulement on peut donner raison à cet détracteur qui estime qu'il a été opportuniste, mais aussi on voit que ses premiers pas n'ont pas été très fermes en politique. Voilà pourquoi nous parlons de premiers pas laborieux dans la politique. Je pense que si nous voulons parler de Nicolas Brzezinski, nous allons peut-être passer plus de 2 jours ici sans fermer la page. 2 ATG. Ensemble, Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.